J'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui une, une éminente égyptologue, Françoise Labrique, qui a enseigné à l'université de Besançon et jusqu'à tout récemment aux universités de Bruxelles et de Cologne. Je souhaiterais discuter avec elle des recherches qu'elle a menées pendant sa carrière et surtout informer et éclairer nos auditrices et nos auditeurs sur les méthodes de l'égyptologie, sur les corpus de textes sur lesquels les égyptologues travaillent, car Françoise Labrique est avant tout philologue. Elle va nous expliquer la différence qui existe entre l'épigraphie, la papyrologie, qui sont des termes assez inquiétants et assez abscons pour beaucoup de gens. Et je voudrais donc commencer tout de suite la première question. Alors, Françoise, tu as donc une formation d'helléniste et d'égyptologue. Tu as mené des recherches depuis bien longtemps, presque un demi-siècle, un peu moins quand même, hein, je ne voudrais pas te vieillir, sur des sources égyptiennes. Tu es spécialiste des 3 derniers siècles qui précèdent l'ère chrétienne, et je crois que dans un premier temps, ça vaut peut-être la peine d'expliquer que l'histoire de l'Égypte, ça ne se résume pas à l'histoire des pyramides, que ça ne se résume pas aux heures glorieuses du Nouvel Empire, donc entre la deuxième moitié du XVIe siècle et en gros le XIIe, XIe siècle avant notre ère, l'époque donc de la XVIIIe et de la XIXe dynastie, et les Ramsès sont évidemment les plus connus, mais que l'histoire de l'Égypte donc s'étend sur plusieurs millénaires et que la période que tu traites est trop rarement associée à l'histoire de l'Égypte proprement dite. Dans un premier temps, j'aimerais bien que tu éclaires notre public sur ce sujet. Oui. L'histoire de l'Égypte se déroule sur à peu près 4 millénaires. La documentation est de plus en plus riche au fur et à mesure que passent les siècles. Lorsqu'on étudie la documentation du 3e millénaire avant notre ère, donc l'époque des pyramides, les sources sont souvent tronquées de leur contexte, incomplètes, et elles sont aussi peu loquaces. Brèves. Donc il faut déjà bien connaître cette culture pour pouvoir comprendre ces sources. Or, comment peut-on bien connaître cette culture? On n'a que ces sources-là. En revanche, lorsqu'on avance, lorsqu'on se trouve à basse époque, les sources sont d'abord mieux conservées, c'est logique, et puis on a une approche qui peut beaucoup mieux tenir compte du contexte. Il y a des contacts avec des étrangers, et donc il y a aussi une vision étrangère sur cette culture, on peut confronter. Et puis, ces sources sont très loquaces. Donc, lorsque j'étudie un dieu à l'époque de la 18e dynastie, on présente Amon, on dit, ben voilà Amon, qui est chef de Karnak. Si je prends une représentation 1000 ans plus tard, on dira, voilà le dieu de Karnak, et il est important parce qu'il agit dans telle et telle circonstance, il est le dieu du vent, oui, mais il est aussi roi des dieux, oui, mais, et son épouse est ceci, et son fils est ça, etc. Hein, voilà. Donc on a aussi un discours beaucoup plus riche de la part de ceux qui l'ont produit. Donc pour connaître
la culture égyptienne, et en particulier ce qui est plus compliqué et de plus important dans ce qui nous est resté, c'est-à-dire la religion égyptienne, les sources les plus révélatrices sont justement des sources qui datent de l'époque de l'occupation grecque et puis de l'occupation romaine. Les monuments, donc les temples d'Edfou, les temples d'Esna, de Dendera, par exemple de Philae, mais ce sont des temples qui ont été édifiés, du moins pour le dernier stade de la construction et de la décoration, qui ont été édifiés à l'époque grecque, de l'occupation grecque, donc après Alexandre le Grand, ça fait à partir du IIIe siècle avant notre ère, grosso modo, et jusqu'à l'occupation romaine, donc grosso modo 4e, 5e siècle de notre ère. Les prêtres qui ont rédigé les textes de cette époque-là se sont attachés à traduire leur théologie. Manifestement, il y avait des rencontres entre théologiens, énormément de réflexions. Lorsque, à l'époque du 18e dynastie et puis Ramessie, il y a eu énormément... Tu peux indiquer les siècles aussi pour notre public. Hein. Oui, 18e dynastie, ça correspond à quoi dans le temps? Donc ça fait la deuxième partie du deuxième millénaire avant notre ère jusqu'au début du premier millénaire avant notre ère. Il y a eu énormément de bouillonnement culturel, de réflexions religieuses, et notamment sur l'influence du dieu solaire. Alors, les dieux sont solarisés. Et donc, on a dans toute l'Égypte des dieux qui sont, au lieu d'Amon, on a Amon-Ré, Khnum, Khnum-Ré. Mais qu'est-ce que ça signifie? On n'a pas Ré, Amon, on n'a pas Ré, Khnum. C'est toujours d'abord le dieu local, et puis on ajoute le nom de Ré. Ça veut dire que le dieu local est là comme une personne qui a un contrat de protection vis-à-vis du site dans lequel ils sont honorés, et puis ponctuellement ils peuvent avoir une fonction solaire, et à ce moment-là, mais ce n'est pas une personne, le deuxième nom. Donc Amon, c'est le dieu du vent, c'est le roi des dieux, mais Amon-Ré, c'est le dieu du vent, roi des dieux, qui à un certain moment a une fonction solaire. Et puis, à d'autres moments, il peut être Amon-Horus. Par exemple, à Baharia, dans l'oasis du Nord, j'ai une splendide représentation d'un Amon-Horus, avec une tête de bélier, et donc il a des devoirs vis-à-vis d'un amont paternel, mais aussi d'Osiris, puisque Horus est fils d'Osiris. Voilà. Et alors au XIVe siècle, il y a l'épisode amarnien aussi. L'épisode amarnien, voilà, qui a laissé des traces, mais il y avait déjà, l'épisode amarnien arrive aussi après un bouillonnement culturel dans lequel le culte solaire est non pas remis en question, mais on s'interroge sur le rôle du soleil. En fait, il y a toujours une réflexion sur le monde invisible. Comment expliquer le monde invisible? Le soleil se couche à l'est, se couche à l'ouest, et il se lève à l'est. Mais qu'est-ce qu'il fait entre-temps? Et puis, est-ce que c'est le même soleil? Et donc, celui qui se couche, c'est peut-être bien un vieux soleil, et puis celui qui se lève, c'est le fils. Mais comment expliquer la gestation, le rajeunissement? Il y a tout aussi. Voilà. Voilà. Alors, le défunt, on éprouve, on a une période de deuil. Est-ce que vraiment il a disparu? Donc on cherche des modèles de choses qui reviennent. Qu'est-ce qui revient? La végétation, la crue du Nil, mais aussi le soleil. Donc, le défunt mis dans son tombeau est associé à des modèles de retour et de rajeunissement. Alors, le soleil est un de ces modèles qui est particulièrement important. Et le dieu des morts, Osiris, est solarisé. Le soleil nocturne est une forme d'Osiris. Et si le soleil est capable de renaître le matin, c'est parce qu'il s'est uni à la momie d'Osiris pendant la nuit. C'est ça. Voilà. Alors,
tout ça, c'est une espèce de bouillonnement. En plus, il y a certainement eu des contacts avec d'autres cultures du monde méditerranéen. Et puis, donc à l'époque où arrivent les Grecs sont installés. Ils ne se contentent pas de faire du commerce. Ils habitent sur place. On construit une bibliothèque. Ptolémée II, donc le deuxième Ptolémée à régner en Égypte, demande à des savants locaux de donner des renseignements sur l'histoire de leur culture. Donc par exemple, Manéthon est prié, c'est un savant, hein, et il est prié d'écrire une histoire de l'Égypte. Et donc tout ce que nous connaissons des dynasties donc de l'Égypte, généralement, notre première source, c'est Manéthon. C'est d'ailleurs, ça c'est peut-être plus connu du grand public, en tout cas ceux de ma génération, Manéthon est d'ailleurs le point de départ d'une enquête de Blake et Mortimer dans la grande pyramide de Jacobs. Hein. Au départ, il y a un petit passage où on voit... J'ai beaucoup d'admiration pour Mortimer. Oui, parce que c'est le point de départ d'une enquête hein, de la pyramide de Khéops, hein, si mes souvenirs sont bons. Et là, je crois que voilà, c'est pour accrocher pour le grand public à ce que tu es en train de dire pour l'instant. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que Mortimer découvre, enfin, donc on lui met sous les yeux un fragment d'une œuvre de Manéthon. Or, nous ne possédons pas de fragments originels de Manéthon. On n'a que des textes qui ont recopié et cité des passages de Manéthon. Et qui donc les ont déformés, etc. Et alors, Mortimer, qui en fait est un ingénieur, hein, alors là, il est avec sa loupe, sa loupe devant ce bout de papyrus très compliqué, et alors là, il le traduit à vue. Alors là, vraiment, hein, c'est un grec qui n'est pas facile, c'est le grec de la papyrologie. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas le cas, mais ça nous éloigne de notre sujet, est-ce que c'est aussi par, je crois, des textes postérieurs que l'on connaît dans le cas de la Mésopotamie, Bérose aussi, je crois. Bérose a été l'objet de la même demande pour sa propre culture que Manéthon. C'est ça. Simplement, on a mieux conservé des extraits de Manéthon. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, au fond, l'ordre des dynasties est basé sur ce... Même si, entre-temps, on a fait des tas de recherches qui montrent qu'il y a des dynasties qui se chevauchent ou qui sont parallèles et tout, on a gardé, je crois, l'ordre... de Manéthon. L'ordre de Manéthon. Oui. Je te laisse poursuivre. Voilà. Alors, il faut dire que l'égyptologie a aussi subi une évolution comme science. Les premiers égyptologues étaient essentiellement des philologues classiques qui venaient avec des méthodes puisées dans la lecture des sources grecques et latines. Oui, mais on vient de parler de papyrologie et d'épigraphie. Hein. Que fait un papyrologue? Il lit des papyrus. Et ces papyrus sont des supports souples qui sont mis dans des bibliothèques. Bon. Donc le contenu de ces papyrus, au fond, est assez indépendant de son support. En revanche, l'épigraphie étudie des documents, donc des textes qui sont sur un monument. Or... Tu veux dire mobile et l'autre immobile, c'est ça en fait? Pas seulement ça, oui, pas seulement ça. Hein. Le monument sur lequel il y a un texte a un rapport avec la signification du texte. Il y a un côté symbolique aussi. Voilà. Donc, moi je suis épigraphiste. Bien sûr, je travaille... Explique bien ce que c'est l'épigraphie. Voilà. C'est ça. Donc, j'étudie des textes qui sont sur les parois. J'étudie essentiellement des textes religieux qui sont sur les parois des temples de l'époque grecque. Et ce sont des temples égyptiens. Donc c'est écrit en hiéroglyphe. En hiéroglyphe. Voilà. C'est pas écrit en grec. C'est ça. Mais les textes qui sont sur ces parois ont un rapport avec la signification du monument. Donc, par exemple, j'ai un temple qui est orienté sud-nord. Il y a donc un axe qui le traverse. Les textes qui sont sur les parois de l'Est
ont un rapport avec les textes qui sont sur les parois de l'Ouest. Étudier le contenu seulement sur une paroi l'isole de son sens. Il faut additionner les deux. Par exemple, d'un côté, le roi dit qu'il quitte le palais pour se rendre au temple. Mais c'est le roi de Haute-Égypte. Ah oui. Et il se rend dans quoi? Mais il se rend dans la demeure du Dieu sur terre. De l'autre côté, le roi quitte le palais pour se rendre au temple. Oui, mais c'est le roi de Basse-Égypte. Et il se rend dans l'image du ciel sur terre. Alors évidemment, c'est le roi de Haute et Basse-Égypte. Donc il faut additionner les deux. La vérité est au milieu. C'est le non-dit. Et le temple, c'est la demeure du Dieu sur terre, mais c'est l'image du ciel sur terre. C'est ça. Et donc on doit additionner la droite et la gauche. Plus loin, on offre des fleurs. Mais ce sont Quand tu dis c'est vraiment additionné, ou disons que les deux termes de cette symbolique font partie d'une équation, il y a A plus B égale encore autre chose. Non, c'est vraiment une addition. Il y a une équation. Non, il y a une équation. Il y a une équation. Oui. Ah, je vais donner un exemple. Pareil. Je voulais dire, bon, on peut offrir des plantes, des primeurs, des jeunes plantes d'un côté, oui, des oui. plantes épanouies de l'autre. On offre la barque du matin à l'est, la barque du soir à l'ouest. Hein. Mais par exemple, je connais un texte sur une paroi de l'est dans lequel il y a un sacrifice, on tue le crocodile, et au-dessus on tue l'âne. Oui. Alors on peut se demander, est-ce que ces animaux sont interchangeables, hein? Est-ce qu'on aurait pu mettre le crocodile au-dessus de l'âne? Et puis je vais voir de l'autre côté, et là, on tue l'hippopotame. Et quand on lit le texte, on voit, il tue le crocodile et il tue l'âne. Oui, c'est-à-dire que... Il y a une syntaxe. Hein, c'est ça, il y a une syntaxe. Une syntaxe. Tuer l'hippopotame est égal à tuer le crocodile plus tuer l'âne. Mais alors, où est la clé? Alors, à force d'avoir comparé toutes les scènes où on tue des animaux, voir quand c'est interchangeable, qu'est-ce qu'il y a à côté, quelles sont les associations, je m'aperçois qu'en fait, les animaux qui sont objets de sacrifice sont liés à un biotope. C'est ça. Donc, le crocodile est un animal dans l'eau, l'âne est un animal exclusivement sur terre, et l'hippopotame est présent dans les deux. Ah oui, d'accord. Or, le temple est une image de l'univers, et l'univers jaillit des eaux sur l'île primordiale. C'est un microcosme. Voilà. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on tue? Les premiers ennemis, ce sont les ennemis de l'eau. Donc, on tue d'abord le crocodile. Et puis, l'île jaillit, et hop, apparaissent des ennemis sur terre. Alors, qu'est-ce qui fait le lien? C'est l'hippopotame. Et puis alors, bon, le temple est construit sur une île tout à fait sèche, et alors là, au centre, on tuera l'âne, qui est un animal qui est réservé au sol, et même au désert, puisque c'est l'âne sauvage. C'est ça. Et donc... mais, je veux dire, les temples, je parle de leur orientation, hein, parce que tu as parlé de l'orientation, et puis tu as parlé des parois est-ouest. L'orientation, c'est toujours nord-sud, ou bien c'est certainement pas arbitraire, mais je veux dire, est-ce que c'est lié à des symboliques particulières? Donc, oui. Mais donc, ils peuvent être orientés autrement. Oui. Moi, j'ai pris des exemples dans le temple d'Edfou. Et le temple d'Edfou est orienté au nord parce qu'il est orienté vers la Grande Ourse. Donc, c'est quoi, 3e siècle ou 2e siècle? Ils construisent 3e siècle, 2e siècle, et évidemment... C'est comme les cathédrales qui ont été construites sur 3 siècles. Oui, oui, ça. Et la décoration encore plus longue. Oui, voilà. Mais c'est pour situer pourtant. Et voilà. Donc, le temple remplace un temple qui était orienté différemment, qui était antérieur et qui a disparu. C'est ça. Alors, étudier un temple, ça signifie aussi, donc je dois comprendre l'organisation de ce temple. Et ils sont toujours orientés par rapport aux points cardinaux, ou il peut y avoir aussi d'autres directions? Généralement, ils sont orientés vers le Nil. Mais il y a des orientations réelles et des orientations virtuelles. Virtuelles, c'est ça. Voilà. Donc, le Nil, grosso modo, coule du sud au nord. Qui sont censés être orientés vers le soleil, mais qui ne sont pas toujours orientés vers l'est, en fait. C'est ça. C'est ça. Normalement, c'est orienté vers le Nil. Alors, le Nil,
bon, il coule Oui, du là, sud oui, au nord, oui, oui, mais il y a oui, des méandres. Il y a des méandres, c'est Hein, ça. voilà, par exemple. Voilà, c'est ça. Bon. Ah oui, c'est ça. Et puis, on s'adapte aussi pragmatiquement au paysage. Et puis, il y a des relations avec les autres monuments qu'il y a ailleurs. Par exemple... Ah oui, donc en fait, c'est une syntaxe qui n'est pas liée, qui n'est pas seulement liée à la compréhension, oui, à l'organisation du temple lui-même, mais par rapport, donc, oui, donc là, on est dans une méthode de type structuraliste, au fond, Tout à fait. c'est ça. Oui, oui. C'est très clair, par exemple, à Karnak. Oui. Hein, où on a de la chance d'avoir quelque chose, un site qui a été très riche, qui a été très construit, et dont on a au fond des restes magnifiques. Et rien qu'avec les découvertes de ces dernières années, on comprend beaucoup mieux la syntaxe du temple. Il y a par exemple les rapports, il y a un grand axe qui est ouest-est, qui suit donc le soleil. Mais il y a un autre axe qui relie le site dans lequel Montu est le dieu principal, le site central dans lequel Amon est le dieu principal, et le site qui est au sud, dans lequel Mut, la déesse parèdre d'Amon, est la divinité principale. Et donc il y a des relations cultuelles. Des prêtres se déplacent et font valoir les relations de cousinage, de dépendance aussi dans la hiérarchie des divinités. Donc il y a moyen, comme les anthropologues, d'établir, comment dirais-je, un tableau, eux c'est avec des petits triangles ou des petits carrés, mais où on voit toute la parentèle et ce qui est de l'ordre du possible, ce qui peut être réuni ensemble et ce qui ne peut pas être réuni, et au contraire qu'il y a des liens obligatoires, comme d'ailleurs dans les tribus amazoniennes étudiées par certains. Voilà. C'est ça. Et par exemple, on constate que dans beaucoup de temples, il y a un secteur consacré à Osiris. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on fait avec le monde invisible? Et Osiris est le dieu qui, par excellence, représente le monde invisible. Alors, le dieu peut disparaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il revienne? Eh bien, alors, on le transforme en Osiris. Il n'y a pas de problème. Dans un coin, il y a un secteur, là, qui est consacré à Osiris. Karnak, tout le secteur nord-est, c'est consacré à Osiris. Il y a des catacombes osiriennes, il y a une série de petites chapelles, et rien que dans le dernier millénaire avant notre ère, donc à partir certainement de l'époque saïnite, il y a énormément de constructions, mais ça a continué, pour l'époque des Ptolémées, etc. Il y a toute une série de chapelles, et on voit qu'il y a un déplacement de chapelle en chapelle, et c'est toujours dédié à des aspects différents du dieu Osiris. Parce qu'évidemment, il y a la végétation pour la nourriture, il y a le Nil, il y a le monde des morts, il y a la question de l'héritier. Comment est-ce qu'on peut justifier que l'héritier puisse avoir le poste de son père, par exemple? Et donc, il y a un modèle qui est Horus. Pourquoi est-ce qu'Horus a le droit d'avoir le trône de son père? C'est parce qu'il l'ensevelit. Donc celui qui a le droit à hériter, c'est celui qui a fait les funérailles. C'est ça. Etc. C'est ça. Et donc tout ça, c'est transposé, relié au dieu local. Et bon, à Karnak, bien sûr, c'est Amon, mais si on est à être fou, et bien alors là, c'est le dieu Horus lui-même, etc., etc. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais tout ça est passionnant, je suis sûr que tous nos auditeurs et nos auditrices sont passionnés par tout ça. Je voudrais revenir sur quelques éléments d'étymologie, parce que pour toi tout ça est d'une évidence absolue, mais pour moi qui suis professeur, futur professeur, j'essaie d'expliquer pour mes étudiants ou étudiantes qui, je l'espère, vont écouter en tout cas cette vidéo. Je voudrais rappeler aussi tout simplement que quand on parle d'Orient et d'Occident, ce sont des mots qui viennent de deux mots latins, ori qui veut dire l'endroit où l'on est, où on se lève, et Occident, où le soleil tombe, cadré. Oui, voilà, simplement pour le dire, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi parle-t-on d'Occident et d'Orient? Parce qu'effectivement, c'est lié au chemin du soleil. Oui, hein? Donc voilà. Pour le mot syntaxe également, parce que de
moins en moins de gens font du grec, même s'ils connaissent la signification du mot syntaxe, ça signifie donc mettre en ordre, parce que tu as parlé d'ordre ici, en fait. Oui. Et ça, c'est l'ordre de l'univers pour éviter le chaos, en fait. Oui. C'est ça, c'est ça. Le temple, en Égypte, est une image de l'univers. C'est ça. Et il est en même temps la demeure d'un dieu, qui a une famille. Mais il a une fonction de base aussi. Oui, oui. Hein, voilà. Alors, Amon, par exemple, c'est le dieu du vent. Le vent, on ne le voit pas, il est invisible. Hein, on n'en a que les effets. C'est ça, oui. Il y a déjà ça. Hein. Alors, que font les gens qui habitent là, à Karnak? Ils veulent s'assurer une inondation suffisante, ils veulent s'assurer une végétation correcte pour pouvoir, évidemment, bien vivre. Ils veulent être protégés contre les ennemis. Alors, comment font-ils? Eh bien, ils construisent une maison pour un dieu et ils établissent une espèce de contrat. On t'a fait une maison, on t'apporte de la nourriture et en échange, tu exerces tes fonctions en notre faveur. Tu nous protèges et ça marche. Et quelle est la place du pharaon dans ce contrat, justement? Parce que souvent, on a une vision caricaturale, ou bon, c'est souvent l'ignorance qui domine. Le pharaon, est-il un dieu? Est-il Dieu et homme? Ou finalement, n'est-il qu'un homme? Quel est son statut par rapport au monde des humains et par rapport au monde divin? Je crois que c'est intéressant de soulever ces éléments parce que le pharaon est quand même au centre de cette civilisation. Le pharaon est un être humain, mais quand il est en fonction, à ce moment-là, il n'est pas exclusivement un être humain, parce qu'il est le représentant des humains, qui a le statut qu'il faut pour être en communication avec l'invisible. Mais c'est un statut sacerdotal, alors, c'est un statut divin. C'est un statut. Il discute avec des dieux. Il est devant les dieux. C'est ça. Il est sur le même pied. Il est directement devant eux. Oui, mais est-ce que c'est quelqu'un qui... Je ne connais pas l'histoire des pharaons dans leur fonction, mais est-ce qu'on peut dire que le pharaon est un petit peu... l'héritier, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, l'héritier du chaman qui, lui, dans une situation particulière, la transe, peut être en contact avec le monde surnaturel, alors que les autres qui ne sont pas en transe, eux, sauf qu'il n'y a pas de transe sans doute dans le cas du pharaon, mais eux n'y accèdent pas. Donc il faut être dans un... le chaman a un statut qui permet d'accéder tout en n'étant pas un esprit lui-même, mais il est en contact avec les esprits. Eh bien, le roi aussi. C'est ça. Et tu parlais de transe. Oui. De plus en plus, il semble bien qu'on puisse parler de transe. Ah oui. Donc c'est le résultat du travail d'une étudiante qui a fait une thèse sous ma direction, oui. Dorothée Elvar. Elle a étudié le rite d'agiter les sistres. Oui. Et donc aussi le rôle du sensoriel. Oui. Du rythme et du sensoriel ça. Dans les rites. C'est ça. Et elle n'a pas pu faire autrement que de constater qu'effectivement, il fallait évoquer la transe. Oui. Et donc ça, ce sont des recherches tout à fait récentes. Voilà. Oui. D'accord. Et c'est l'intérêt aussi peut-être, sans vouloir extrapoler, parce que bon, chaque civilisation a sa logique propre, mais d'avoir plus que des notions d'anthropologie pour essayer de voir si dans d'autres civilisations, même s'il n'y a pas de lien, je dirais, généalogique avec ces autres civilisations qui sont parfois très lointaines, mais au moins dans la structure de l'esprit humain, des éléments qui font que il y a quand même un certain nombre de points communs qui sont agencés d'une manière analogique. Enfin. Quand on regarde un roi de France, comme par exemple Louis XIII, oui. Et le passage à Louis XIV, c'est « le roi est mort, vive le roi ». Ce qu'on appelle les deux corps du roi. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui dérange la population? C'est qu'en fait, le roi doit être éternel. Et donc, la fonction est éternelle. Le porteur change. Mais, fictivement, par la formule, on annule le hiatus
entre ça. le roi qui disparaît et le nouveau. C'est comme si c'était le même. Oui. Eh bien, en Égypte, Donc c'est la même l'âme chose. presque qui passe de l'un à l'autre. C'est ça. L'âme royale. L'âme Voilà. royale, oui. Le pharaon est l'incarnation d'Horus, C'est ça. qui est l'héritier royal par excellence, et qui est le roi vivant. C'est ça. Le pharaon devient vieux, il devient un Osiris. Il disparaît, son héritier est un Horus. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est à celui auquel il Il y a succède tout ce cycle. la même chose que Horus Ce cycle. vis-à-vis d'Osiris. C'est ça. Et donc, effectivement, le roi meurt, il est Osiris. Vive le roi, c'est Horus. Mais Horus, qu'est-ce qu'il est? Il n'est rien d'autre qu'Osiris lui-même, rajeuni. C'est ça. Et d'ailleurs, ça explique un point particulier de son mythe. Osiris, roi, a été tué par son frère, coupé en petits morceaux, par son frère Seth. Et les morceaux ont été distribués. Isis les a tous récupérés, sauf un, le sexe, qui a été avalé par un poisson du Nil. Bon, et donc elle refait la momie, et puis elle s'est unie au corps d'Osiris, momie. Ben, avec quoi? Elle s'est unie sexuellement. Et donc elle était enceinte d'Horus. Horus a été conçu de manière posthume à partir d'une momie dont le sexe avait disparu. C'est ça. Bon, donc on peut se demander ce que ça signifie. Oui. Mais c'est ça le mythe. Si c'est pas un sextoy, si je puis dire. Hein? Oui, voilà. Voilà. Oui. Oui. Mais en fait, Horus n'est rien d'autre qu'Osiris lui-même. C'est ça. C'est le même. Donc en fait, c'est une sorte de clone, de duplication. C'est Donc, ça. Ils ont inventé avant Oui. les recherches Exactement. biologiques actuelles. Voilà. La Aujourd'hui, on n'a rien multiplication. inventé. On n'a rien inventé conceptuellement, en tout cas, conceptuellement. Hein? Voilà. Et donc, en fait, le mythe, c'est ça. Hein, le mythe est un discours dans lequel on pratique la distorsion. On parle de Dieu comme si ils avaient une famille, comme s'ils venaient au monde, comme s'ils mouraient. Mais on sait très bien que les dieux sont éternels. Hein? Mais pour décrire leur fonction et leur pouvoir, on utilise des concepts qui sont liés à notre expérience. Et qu'est-ce qu'on a comme expérience? Ben, on vient au monde dans une famille et puis on disparaît. Il y a des disputes pour partage du pouvoir. Et donc tout ça, c'est transposé dans le discours descriptif du monde des dieux. La question que je me pose, c'est, bon, sans doute que les sources ne sont pas loquaces à ce sujet-là, mais s'il y avait, au fond, deux religions, la religion des dominants, celle des dominés, donc celle du pharaon, du clergé, ou de l'aristocratie, et d'autre part celle des petits paysans, qui représentent quand même l'immense majorité de la population, qui ferait que cette mythologie ne peut être comprise parce qu'ils ont une culture différente et voilà, de manière différente, et que, au fond, pour un petit paysan, enfin un analphabète, hein, même si le terme analphabète étymologiquement n'est pas juste, hein, mais et alors un membre du clergé, un intellectuel, un savant, est-ce que dans un cas, c'est pas perçu comme une sorte de vérité au premier degré, c'est-à-dire, effectivement, il y a le dieu papa, les dieux enfants, etc., comme s'ils existaient sous une forme personnifiée, et puis alors des intellectuels qui savent qu'il ne s'agit que de métaphores, de représentations abstraites. Je me pose la question, est-ce qu'on a des sources qui nous permettraient, ou bien ce sont des hypothèses presque gratuites que l'on doit formuler, parce qu'elles méritent d'être formulées? Qu'est-ce que tu en penses, ou qu'est-ce que tu sais plutôt? Je pensais, à titre de comparaison, donc à un certain moment, j'ai participé à un colloque d'histoire des religions à Paris, Oui. et il y avait un indianiste, j'ai oublié son nom, qui parlait de la religion indienne. Et comme monothéisme, or, tu sais combien de dieux il y a. Oui, oui. Pourtant, on parle de monothéisme. 33 millions, dit-on. Voilà, hein, Oui. c'est ça, 33 millions. Oui. Et alors il racontait et donc ça se trouve déjà dans les textes védiques. Hein. Il avait trouvé un texte magnifique comme exemple
Donc combien de dieux y a-t-il? Ah, 33. Ah oui, mais combien de dieux y a-t-il? Ah ben 3. Ah oui, mais combien y a-t-il vraiment? Ben 1. Ah. C'est ça. Alors donc, lui, il avait fait une enquête auprès de gens analphabètes en Inde. Et c'est tout simple pour eux. Qu'est-ce qu'ils disaient? Les dieux, c'est les doigts. Le dieu, c'est le poing. Donc les dieux ne sont que des formes ponctuelles, particulières, d'une grande réalité. Mais alors c'est une sorte de panthéisme, si je puis dire. C'est Oui. pas du monothéisme, il y a une sorte de souffle divin qui anime Le monothéisme, l'univers et qu'il n'y a pas... voilà, Le monothéisme est un concept qui n'est pas pertinent pour la plupart des religions. C'est ça. Hein? Bon. En fait, on oppose toujours les religions actuelles comme des monothéismes par opposition à des polythéismes. Mais cette opposition n'est pas pertinente du tout. Polythéisme, ça signifie plusieurs dieux. Monothéisme signifie un seul de manière absolue. Mais par exemple, il y a aussi l'énothéisme. Ah oui. H-E-N-O-T-H. De l'un. De l'un. Oui. L'un par rapport à un endroit, par rapport à un temple, etc. Hein? Donc on peut, prenons par exemple en Grèce Athéna. Oui. Athéna est la déesse Polyade, oui. Polyade, donc la déesse de la ville d'Athènes. Bon, donc il y a un contrat particulier entre Athéna et les gens d'Athènes. Partout ailleurs, elle est la déesse du savoir, de la stratégie, des artisans, mais elle a un contrat supplémentaire à Athènes qui fait que elle est au sommet de la hiérarchie des dieux pour les Athéniens. Hein? Prenons le cas en Égypte. Horus, par exemple, a dans son temple une épouse, et donc il a un père qui est Osiris, il a une épouse qui est la déesse Hathor, il a une mère qui est Isis, hein, et il occupe toujours la première place. Il est chez lui. Bon, mais allons à Dendera. Dendera, c'est le temple de la déesse Hathor. C'est ça. Et lui, il est l'époux de la déesse Hathor. Ah ben donc il est en second dieu. C'est ça. Hein, c'est l'énothéisme, ça. C'est ça. Hein, c'est-à-dire que c'est un dieu principal par rapport à un lieu. Dans ce lieu-là, les autres dieux, en fait, sont, disons, soit des membres inférieurs de la hiérarchie, en considérant le dieu comme un roi, et donc les autres sont ses courtisans, etc. Soit on prend une famille, hein, et c'est le père de famille, c'est le chef de famille. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et ils savent très bien, ça marche très bien, parce que c'est très limité. C'est, voilà les frontières. Hein. Oui, donc voilà. Et donc si on passe ailleurs, ben voilà, je ne suis plus chez moi. C'est ça. Et on voit bien, quand on lit la Bible, hein, dans par exemple les voyages de Lot, oui. Hein, on voit bien que on a affaire à l'énothéisme. Parce que bon, Yahvé ne se fâche pas quand il fait une offrande, quand il passe dans un lieu qui n'est pas chez lui. Hein? Quand on a un monothéisme, ça signifie qu'on a un seul Dieu de manière absolue et que donc tous les autres, c'est de la foutaise. Mais c'est pas comme ça dans l'Antiquité, et on n'oppose pas un et plusieurs de cette manière-là. Surtout que, bon, moi je suis un mécréant, mais... Oui, moi aussi. je suis un mécréant, mais moi je ne peux pas imaginer que les paysans au Moyen-Âge, quand on leur parlait de la Trinité, si on leur en parlait, ne pouvaient pas imaginer qu'il y ait trois dieux. L'histoire de Dieu, le Père, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit, pour quelqu'un qui n'a pas une culture théologique minimale, ben, pour lui, il y a trois dieux, en fait, hein, sans compter qu'il y avait une quatrième divinité qui est vraiment pratiquement une divinité parce qu'on lui rend un culte comme tel, c'est Marie. Le culte marial, c'est la déesse, hein, le culte que l'on lui rend dans les églises. Et puis Héritier d'Isis d'ailleurs. Comment? Héritier d'Isis. Oui, ah oui, bien sûr, le voile et tout. Mais alors, je pensais dans notre société à nous, même si en tant que tel, c'est plus considéré comme tel, mais enfin, au Moyen-Âge, tous ces villages que l'on va appeler par le nom, que l'on va dédier à un saint. Nous sommes ici à Saint-Gilles.
Mais c'est clair que tous ces saints, Saint-Gilles, Saint-Pierre, enfin tout ce qu'on veut, les hôpitaux de Bruxelles, hein, voilà. Ce sont des médiateurs. Ce sont des médiateurs, Oui. et ils ont une fonction. Le Saint-Gilles d'ici n'est pas le Saint-Gilles qui se trouve dans le sud de la France. Là aussi, enfin, on a comme à Mont ou d'autres, il y a, voilà, le village est sous la protection de ce saint-là, qui en particulier guérit d'un certain nombre de choses, mais en plus, c'est comme Athéna, une sorte de, j'allais dire, pas Dieu, mais enfin, de saint Polyade, c'est vraiment le saint du village que l'on va prier. Donc, c'est pour montrer que ça a quand même une certaine actualité et que tout ce que tu es en train de nous expliquer, finalement, ce monde, même si c'est un monde qui ne pense pas comme nous, on est bien d'accord, mais qu'il y a quand même des permanences, quand même, voilà. Et je voudrais revenir à la question de départ. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale entre le savant érudit qui travaille sa théologie et l'inculte. Or, il y a quoi, 95% de gens qui sont analphabètes, qui ne lisent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils comprennent mal. Ils comprennent les images. Ils les décodent. Voilà. Et puis, mais un petit peu comme au Moyen-Âge, enfin je dis au Moyen-Âge, mais même au moment de la contre-réforme, on a peint, parce que chez les catholiques, on n'apprend pas à lire, à écrire, alors que chez les protestants, les temples sont tout à fait austères, parce que là, la lecture est imposée par Luther, justement, pour retourner au texte original, évidemment dans la traduction de Luther. Tandis que dans les églises catholiques, on va se mettre à peindre au XVIe ou XVIIe siècle, c'est ce qui explique l'importance du baroque. Voilà, c'est un art de propagande en fait. Et donc en fait, et il faut aussi se dire que... Donc ils pensent de la même manière pour toi, l'érudit et d'autre part... Ils se comprennent parfaitement. Je dis le paysan pour parce qu'en fait le paysan a un service dans le temple. C'est ça. Il a un service, un mois par an, pour lequel il a d'ailleurs il est payé, il a un bénéfice. Oui, c'est ça. Et il ne demande pas mieux. Une prébende, quoi. Il a une prébende, oui. Voilà. Et donc, il ne demande pas mieux. Et donc, en fait, le temple est aussi une structure économique extrêmement importante. Oui, bien sûr. Comme les abbayes. Je viens toujours avec le Moyen-Âge, parce que c'est peut-être plus parlant que... Mais je crois qu'il faut faire des liens, quoi. En fait, quand par exemple, on fait des sacrifices, que devient la nourriture? Les dieux en prennent l'essentiel, c'est-à-dire... c'est ça. Après ça, la nourriture, tout à fait légalement, est répartie entre les gens qui ont travaillé. C'est ça. Alors, le prêtre principal a bien entendu le cuisson de veau raffiné, et puis... Comme en Mésopotamie, d'ailleurs, les Babyloniens, c'est la même chose. Et donc, évidemment, le temple possède des champs, il possède ses troupeaux, etc., etc. Mais tout le monde, tout ce petit monde qui travaille dans le temple, il y a les professionnels qui manipulent les textes, etc. Et il y a les gens du village qui ont leur prébende. Bon, eh bien, le culte les réunit tous. Pour ceux qui n'ont pas accès au Saint des Saints, il y a les processions, les fêtes, où on sort la statue. Ça joue un rôle extrêmement important. Et on peut être sûr que ça s'accompagne d'un discours explicatif, de chants, et d'explications des mythes, etc. Donc il y a une certaine... Oui, c'est un travail collectif quand on travaille au chant. On travaille, parce que, je dirais, la religion imbibe complètement les gestes de la vie quotidienne. C'est pour ça que ça n'a pas beaucoup de sens de faire un chapitre religion quand on enseigne l'Égypte, parce que la religion est partout, comme dans beaucoup de sociétés anciennes d'ailleurs. Mais en même temps, je me dis, évidemment, là ce serait poussé, ce serait vraiment faire un anachronisme absolu, mais enfin, quelque part, puisqu'il ne s'agit pas de propriété individuelle dans ce cas-là, est-ce que quelque part, on n'est pas en face, je dis bien que c'est un anachronisme, donc volontairement, en face d'une sorte de kolkhoz ou de kibbutz. Non, mais je veux dire, c'est ça, c'est une sorte de... Voilà, c'est propriété du temple, mais le temple, c'est, comment dirais-je, ce n'est pas la propriété d'un homme, sauf peut-être théoriquement du pharaon, je ne sais pas, je pose la question,
mais dans la mesure où, voilà, je veux dire, il y a un turnover, donc quand les prêtres meurent, bon, la génération suivante, le temple est toujours là, c'est une personne morale, c'est pas une personne physique, si je puis dire. Pour ceux qui travaillent dans le temple, les enfants de ceux qui travaillent dans le temple, parce que j'imagine c'est la population rurale environnante, quelque part, est-ce que c'est pas une sorte, c'est pour ça que j'aime bien parfois pédagogiquement lancer des pistes comme ça qui sont tout à fait anachroniques, mais qui permettent, je dirais, de reconsidérer certains phénomènes, pas seulement, je dirais, ce qui se passait dans les temples à l'époque et leurs grandes propriétés, mais également ce qu'est un kibbutz et ce que c'est qu'un kolkhoz. Voilà, mais évidemment, bon, on est historien, donc il ne s'agit pas de postposer d'une situation à l'autre. Le propriétaire officiel de toute l'Égypte, c'est le roi. C'est le roi, c'est ça. Hein? Il donne à un dieu un espace particulier pour qu'il ait sa maison, etc., pour qu'il y ait le contrat. Voilà. Je te donne je te donne ça, comme ça tu vas me protéger, c'est ça. Etc., etc. Bon, voilà. Alors, suivant le lieu, l'importance de la ville, etc., le temple est plus ou moins grand, plus ou moins petit. Mais à côté de ça, il y a un tas de gens qui possèdent leur petite maison, leur petit champ, c'est ça. Bon, le rad, etc. Et qui travaillent dans le temple un mois par an. C'est le service. Mais ils sont payés aussi. C'est ça, mais quelque part, c'est ça, je disais, quand, évidemment, je sais bien que c'était une image caricaturale que je faisais, mais quelque part, quand ils travaillent dans le temple, bon, je sais bien que ça appartient au pharaon, mais quelque part, est-ce qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, ils en ont quand même, d'une certaine manière, l'usage, en termes de droit, l'usus, quoi, pour la durée du temps, puisqu'ils profitent, enfin ils ne profitent pas puisqu'ils travaillent, donc c'est donnant-donnant, on est bien d'accord, tout est donnant-donnant, d'après ce que j'ai bien compris, puisque c'est entre le pharaon et le temple, entre les dieux et le pharaon, et alors entre le temple lui-même et les servants. Donc on a quand même je ne sais pas, même si c'est le don et le contre-don de Mauss, là, mais il y a quand même une circulation qui fait que on n'est pas locataire, on travaille, mais on est nourri par son propre travail. Donc c'est pas l'équivalent d'un salarié, quoi. C'est ça que je veux dire. Enfin, j'essaie. Est-ce que c'est ça? Parce que moi je ne suis pas égyptologue, donc je te pose des questions pour que tu me dises non, là, tu es tout à fait à côté de la plaque, où il y a des éléments de vrai. Bon, j'ai bien compris qu'à côté donc de cette propriété du pharaon, puisque toute la terre appartient au pharaon, donc les terres du temple. Oui. Et quand tu parlais tout à l'heure de terres et de petites maisons ou d'un âne, etc., ça appartient aux gens. Donc en fait, ce n'est pas l'Égypte qui appartient au pharaon, c'est uniquement les terres qu'il possède. Ou est-ce qu'il est vraiment propriétaire de toute la terre et les paysans ne sont que les usufruitiers de la terre qu'ils travaillent? C'est une question que je pose. Ils ne sont pas usufruitiers, on a des contrats. C'est ça. On a des contrats de vente. Des contrats de vente. Oui, on a des contrats de vente. Donc ils sont propriétaires. Oui, ils sont propriétaires. Et puis, bon, il faut quand même dire qu'il y a 4 millions d'histoires. Hein. Oui, bien entendu, ça a évolué. Il y a une évolution. Mais pour l'époque que tu étudies, là, l'époque hellénistique, là, c'est clair qu'on est dans une relation contractuelle et de vente, enfin, dans le système de notre droit. À nous, entre guillemets, bon, même si c'est très différent. Les professionnels du temple sont des érudits, mais ce sont des fonctionnaires de l'État. Ah oui, bien sûr. Ce sont des fonctionnaires. Et par exemple, le système juridique fonctionne aux portes des temples. C'est aux portes des temples qu'on rend la justice. On a... Pourquoi des temples? Aux portes? Aux portes des temples. Aux portes, j'avais mal entendu, excuse-moi. Aux portes des temples. Aux portes des temples, oui. Et c'est pas par hasard, sans doute aussi, que symboliquement, c'est aux portes, j'imagine, par rapport... Non, ou bien ça, non, il ne faut pas aller chercher trop loin. Non, pourquoi pas à l'intérieur, pourquoi pas à l'extérieur? Je veux dire que quand même... D'habitude, c'est à l'extérieur. Le rapport intérieur-extérieur a sans doute... d'habitude, c'est à l'extérieur. Hein, parce que c'est là qu'arrivent les gens, et donc le fonctionnaire se met à la disposition. Et le fonctionnaire remplace le roi. Hein. C'est le roi qui est le prêtre par excellence, et les autres
sont ses substituts. Hein? C'est ça. Bon. Mais il n'y a donc pas de césure, d'hiatus, entre d'une part la fonction sacerdotale et la fonction judiciaire. Donc ils peuvent, il n'y a pas le sentiment d'avoir une souillure si on juge quelqu'un pour un crime, par exemple. Non, c'est pas... voilà. Et par exemple, à Carnac, une de mes spécialités, c'est justement de m'occuper de la traduction et du commentaire des textes qui couvrent le propylone qui se trouve devant le temple de Khonsu. Oui. Ah, c'est une partie de Karnak. Et c'est une porte de justice. C'est ça. Seulement, cette porte se trouve au sud. Oui. Donc, où se trouve l'ombre? À l'intérieur. Oui. Et bien donc là, quand la même, justice se rend à l'intérieur parce qu'elle se rend à l'ombre. On est pragmatique et ils ne sont pas masochistes. Ah oui, donc c'est une raison pratique alors. Bah, oui. Ah oui, non, parce que parfois on pourrait imaginer une raison pratique. Voilà. Oui, moi j'ai travaillé pendant des heures et des heures donc devant ce monument et je sais très bien où c'est le plus confortable et comme par hasard je constate que c'est là que se rend la justice. C'est ça. Oui. Ah oui. Oui, tout ça est évidemment passionnant. Mais si je t'interrogeais sur ce rapport à la justice et au criminel, le cas échéant, parce que j'imagine qu'il y avait quand même des meurtres ou des... Oh oui. Oui, voilà. On a une belle documentation là-dessus. C'est parce que au Moyen-Âge, je reviens souvent avec le Moyen-Âge parce que c'est plus connu et donc ça parle plus à notre public ici. Au Moyen-Âge, il y a des fonctions que les abbés ne peuvent pas exercer, même s'ils sont seigneurs de terre, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires, enfin l'abbaye est propriétaire foncier de terres qui ont été données par des nobles qui veulent monter au ciel, y compris pour eux, hein, par exemple, mais l'abbé lui-même ne peut pas rendre la justice, il ne peut pas faire la guerre, et donc il doit, comment dirais-je, transmettre ces pouvoirs-là, ce qu'on appelle un avoué laïque. Donc, c'était le cas de Godefroy de Bouillon, par exemple, hein, qui était avoué du Saint-Sépulcre. Alors là, quand il a conquis donc, Jérusalem en 1099, là, il était avoué du Saint-Sépulcre. Donc, il était chargé de faire ce que des ecclésiastiques ne pouvaient pas faire. Donc, pour la justice, pour faire la guerre. Il n'y a pas l'équivalent, non. Non, mais c'est intéressant de faire des comparaisons, je trouve, pour montrer que justement, tout n'est pas pareil à toutes les époques. Non. Et que chaque civilisation a sa culture, a sa manière de fonctionner. Et voilà, je crois que c'est très intéressant. Et tout ça forme un puzzle, mais que tout ça est cohérent, même s'il y a des évolutions et peut-être des, comment dirais-je, des décalages entre certaines fonctions d'époque à époque, mais c'est passionnant tout ça, c'est passionnant. Bon. Tu nous as expliqué ce que c'était donc la papyrologie, tu nous as expliqué ce que c'était... Ce que je n'ai pas dit. Ah, vas-y. Pour la papyrologie, bien sûr, c'est mobile, mais en fait, le contenu n'est pas nécessairement le même. Hein? Ah, il y a une différence. Donc les textes qu'il y a sur les parois des temples, ce sont des textes qui sont liés à la théologie du temple. Oui. Sur les papyrus, on peut avoir des contrats. On peut avoir des textes littéraires. Et on a quelquefois des livres dont on s'est servi pour construire la théologie dans un temple. C'est ça, d'accord. On a découvert des bibliothèques assez importantes, par exemple à Tête Tunis, et on a des papyrus qui donnent un descriptif théologique de toute l'Égypte. Et voilà, dans telle région, voilà le dieu qu'on adore, et voilà le fétiche local, et dans telle autre région, on a des papyrus comme ça. Ah oui. Hein, voilà. Et ces papyrus ont certainement dû servir de base, des papyrus de ce genre-là, à l'élaboration des textes qui se trouvent sur une paroi de temple. Parce que si je prends le temple des Fous, qui est gigantesque, et quand je constate le caractère syntaxique implacable des textes qui sont quelquefois séparés par 40 mètres, on doit se dire que ça a été d'abord conçu sur papyrus. C'est ça.
Hein, par des gens qui ont discuté. Ah, toi tu fais ça, donc moi je fais ça. Ah, tu prends ça, moi je prends ceci. C'est ça. Hein, et voilà, et n'oublie pas. Hein, bon. Ah, donc tu fais le jeu de mots sur la pluie. Eh ben, donc moi je vais faire le jeu de mots sur le soleil. Ouais, Hein. ouais, ouais. Ah, tu parles du jour. Ah, ben, donc moi je vais parler de la nuit. Ah, ouais. Hein, voilà. Et question que je te pose en tant que béotien, puisque je le répète pour la xème fois, je suis profane dans la matière. Est-ce que, quand il s'agit de textes de nature théologique sur les voluminales, hein, sur, sur ces rouleaux au fond, hein, est-ce que ce sont des textes qui utilisent une écriture différente? Est-ce que c'est en hiéroglyphe, en hiératique, en démotique? Parce que j'imagine que le démotique c'est utilisé surtout pour l'administration, ce qui est fiscal. Et puis à l'époque grecque, c'est écrit en grec tout simplement, je suppose. Bah, pour l'administration grecque. Oui, pour l'administration grecque. Ah, mais voilà. quand ce sont des textes théologiques, est-ce que c'est écrit dans une écriture particulière? Je veux dire, est-ce que dans les trois que j'ai cités là? Non, on peut avoir des textes théologiques en hiératique et on peut en avoir en démotique. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc on a dans la cursive, c'est-à-dire cursive, l'écriture pour laquelle on utilise un pinceau et pour laquelle on relie les signes entre eux. Donc il y a les ligatures, hein, et donc ça déforme Ça. les signes hiéroglyphiques au départ. Et pour le démotique, c'est déjà devenu vachement déformé. Hein, quand on fait du démotique, on ne fait que ça. Parce que là, ça réclame beaucoup d'expérience pour déchiffrer certaines parties. Voilà. Mais en revanche, le hiéroglyphe est une écriture qui est considérée comme sacrée. Et donc c'est sur des supports sacralisants. Donc ça doit être de la pierre donc généralement c'est sur du des métal, temples. oui. Hein, voilà. Donc il suffit. temps. Donc on n'a pas, normalement, on n'a pas de démotique ou d'hiératique sur un temple. Non, mais on peut avoir de l'hiéroglyphe sur, sur des papyrus. Oui. Papyri, On peut. Mais seulement, le plus courant, c'est hiératique jusqu'à, disons, au 7e siècle avant notre ère. Oui. Et puis petit à petit arrive le démotique. C'est ça. Hein? Alors, mais seulement, au début, moi je pensais, quand j'ai commencé mes études, c'était le cas, que le démotique, c'était essentiellement des documents d'ordre économique, administratif. Oui, c'est ce que moi je des pense. contrats, etc. Mais en fait, avec la découverte des bibliothèques qu'on a faites ces dernières décennies, on a des textes fabuleux. Hein? Et il y a aussi des textes littéraires. Ah oui. Hein, le combat pour la cuirasse d'Inaros, avec de temps en temps manifestement une réaction. Pour ton époque, donc pour l'époque hellénistique. Oui. Pour l'époque hellénistique, tout ça. Oui. Et alors, pour avancer un petit peu dans le temps, vers notre époque, je dirais, à l'époque romaine, les Coptes, qui utilisent au fond c'est du grec avec quelques caractères en plus, les Coptes, est-ce qu'ils ont laissé des écrits sur la religion égyptienne traditionnelle, ancienne? Non. Là, c'était blackout total. C'est des païens. Hein? Ce sont des païens. Donc, on n'écrit rien sur eux. Non, rien sauf pour critiquer. Hein? Oui, mais pour critiquer, justement. Pour parce que dans des critiques, on peut trouver parfois des éléments, en faisant justement de la critique historique, des éléments intéressants qui permettent de remonter sur des cultes tardifs, des choses comme ça. Ce qu'on a, c'est surtout, ce sont des histoires dans lesquelles il y a un combat de bons Coptes contre ces vilains païens qui sont venus prendre vos enfants dans les villages, puis qui les ont tués, qui ont utilisé leur nez, les cordes de leur sitar. Et alors on va se venger en allant tuer ces méchants païens. Et on ne dit pas ce que les Coptes font avec les pauvres enfants païens qui tuent ça. Voilà. Et il y en a une littérature. Donc les djihadistes ont des ancêtres. Les djihadistes ont des ancêtres. Bon, ça c'est clair. C'est ça. Mais là, je te conseille d'interviewer Alain Delattre. Hein. À l'ELB, c'est lui le grand spécialiste du copte. Ah bon, d'accord. Donc lui, il a fait la philologie classique comme moi, il a fait l'égyptologie comme moi, mais il s'est spécialisé dans le copte. C'est ça. Hors caméra, et on va tout doucement aller vers la fin de l'exposé, parce que je crois qu'on a fait le tour en gros. Oui, on devrait encore parler de tes recherches actuelles, hein, précisément. Mais donc, si je comprends bien, pour être égyptologue à l'heure actuelle, enfin théoriquement depuis toujours, mais tu as bien expliqué que ce sont d'abord
des spécialistes de l'Antiquité classique, grec et latin, qui s'y sont préoccupés. Il faut donc connaître l'Égyptien ancien, mais j'imagine que la langue a évolué sur plus de 3000 ans, donc il y a l'Égyptien ancien, donc j'imagine qu'il y a des spécialistes de l'Égyptien du 3e millénaire, du Nouvel Empire, et puis alors de la basse époque. Il faut connaître le grec, pour ta période en tout cas. Pour ta période, oui, ça vaut le mieux, latin. Mais j'ai des collègues qui ne connaissent pas le grec. Oui, pour ta période aussi, donc quand même pas. De plus en plus. Ah oui, c'est quand même de plus en plus. perturbant, parce qu'il y a quand même des... C'est perturbant, mais alors on a le choix, ou bien on travaille en collaboration avec des linguistes, et il faut une ouverture d'esprit de la part de l'égyptologue, et il faut une ouverture d'esprit de la part du philologue classique, ce qui n'est pas toujours évident. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, il y a quand même le latin aussi, peut-être moins évidemment, mais nettement moins. Bon, évidemment, il y a ta langue maternelle qui est le français, tu es professeur à Cologne, donc... Et puis, c'est pas seulement le fait que tu as enseigné à Cologne qui a fait que tu connais l'allemand, mais je crois que l'égyptologie, encore au 19e siècle, et tout l'allemand est une langue essentielle, comme l'anglais aussi, je dirais. Quand j'ai commencé la philologie classique, oui, c'est ça. La première heure de cours, les professeurs ont dit, quand on fait de la philologie classique, il faut connaître l'allemand, l'anglais, l'italien, c'est ça. Et le français. Ce sont les 4 langues scientifiques. Tout à fait. Si vous ne les dominez pas suffisamment pour lire ce qui a été rédigé dans ces langues-là, eh bien alors, il faut changer de métier. Bon. Et puis alors là, il y a la langue ancienne, bien sûr. Évidemment, je veux dire comme langue scientifique. Comme langue scientifique. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça a évolué? Est-ce que l'italien est encore... une langue importante pour la philologie classique, oui. Classique, mais pour l'égyptologie, l'italien n'est pas très important. C'est quoi? C'est l'allemand, l'anglais? C'est l'allemand, l'anglais, le français. Et le français. Et c'est pour des raisons historiques, parce que c'est la langue maternelle des premiers qui se sont intéressés à la culture égyptienne. C'est ça. Et qui ont fait un travail scientifique sur les sources. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui... La recherche, elle est surtout développée dans ces 3 langues, mais de plus en plus, en fait, ceux qui parlent anglais ne se soucient pas trop de connaître autre chose. Et donc ils ignorent ce qui a été écrit. C'est une langue coloniale, comme le français d'ailleurs. Et en français. Oui, c'est ça. Voilà. Et moi, ce qui pose aussi des problèmes. Ce qui pose des problèmes, évidemment. Là, par exemple, il n'y a pas tellement longtemps, aux États-Unis, un travail sur la médecine égyptienne qui ne faisait rien d'autre, qui ne faisait rien de neuf par rapport à quelque chose qui a été fait en Allemagne il y a 60 ans. C'est stupide, évidemment. C'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide. Oui, voilà. Alors, quand j'ai commencé la philologie classique, je n'avais jamais étudié l'allemand. Mais donc, je me suis dit, bon, ça va, je vais faire un quart d'heure d'allemand tous les jours. Et alors, on choisit, bien entendu, des articles qui ont un rapport avec le métier. Et bien donc, on apprend le vocabulaire de base du métier. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai appris l'allemand. Alors, donc, pour l'égyptologie, impossible de faire de l'égyptologie si on ne connaît pas l'allemand. Si l'égyptologie est devenue une discipline scientifique, c'est en grande partie grâce aux travaux de précurseurs allemands. C'est ça. Bon. Donc, mais encore aujourd'hui, je veux dire, est-ce que l'Allemagne, ou en tout cas les pays germanophones, enfin c'est surtout l'Allemagne en fait, parce que l'Autriche, la Suisse, je ne sais pas. L'Autriche aussi. L'Autriche aussi. Est-ce que l'espace germanophone reste un espace où la recherche égyptologique est plus importante que dans beaucoup d'autres pays d'Europe, par exemple? Par exemple, les Russes, pas spécialement. Les Russes. Je dis les Russes, mais enfin bon. Oui, j'ai des collègues russes, mais malheureusement, ils sont très peu nombreux. Oui. Et donc leurs conditions de travail ne sont pas excellentes. Ah oui. Leurs bibliothèques sont pauvres, etc. Et s'ils publient en russe, personne ne les lit, parce que c'est pas une discipline scientifique, il faut quand même, pas une langue scientifique, il faut quand même pas exagérer. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, bon, ils écrivent souvent en anglais, quelquefois en français. Et alors, je voulais te demander aussi, parce que comme tu fais des fouilles, on va peut-être passer à la toute dernière question qui porte sur tes recherches actuelles. Ben, j'imagine que bon, les fouilles se font par définition sur le terrain, donc en Égypte, donc il y a aussi l'arabe pour pouvoir communiquer avec les
absolument. Les gens qui travaillent sur les fouilles, parce que bon, ceux qu'on engage, ce sont des Égyptiens, je suppose, et donc on parle avec eux en arabe, donc il faut avoir un minimum de vocabulaire commun. Ça, c'est surtout quand on fait des fouilles. C'est ça. Mais moi, je fais de l'épigraphie. Oui, c'est ça. Voilà. Et je ne suis jamais assez longtemps en Égypte. D'accord. Oui, mais tu m'as dit que tu avais fait un peu d'arabe. J'ai fait un peu d'arabe, oui. et disons que je me débrouille pour certaines notions oui, de base. Mais mes collègues qui travaillent avec moi, parce que je travaille à Komombo, dans le temple de Komombo, et j'y vais y retourner. Les archéologues doivent connaître l'arabe. Hein, les gens qui fouillent. Oui. Hein, par exemple, Frédéric Collin, quand il est devenu donc l'actuel titulaire de la chaire d'égyptologie à Strasbourg, quand il était pensionnaire à l'IFAO, il a suivi des cours d'arabe, et puis il a commencé ses fouilles à Baharia, dans l'Oasis. Et ce sont des fouilles archéologiques, et donc il utilise un personnel égyptien qui vient de Gourna, et ce sont des paysans. Donc les discours se font en arabe. Il domine très bien l'arabe, il le parle très bien. Ah, mais lui, il a vécu là, toute une année. Hein, et puis il retourne chaque fois, 2-3 mois, il entretient. Bon, moi, je suis épigraphiste, et donc j'ai participé à ces fouilles, mais j'étais toute seule dans des chapelles. Je n'avais de contact avec personne. Donc j'ai un vocabulaire de base. Hein. Il y avait une gamine là sur place qui est venue me demander ce que je faisais. Oui, voilà. Bon, alors, par rapport à ce que je dessinais, eh ben, je sais comment on dit bélier, lion, visage, voilà, etc. Et donc, on avait un dictionnaire entre nous pour pouvoir traduire les notions de base et tout ça. Mais je rentre chez moi, et puis pendant 10 mois, je ne fais rien. Donc j'oublie. Mais ça, c'était rien là-dedans. Parce que comme je te connais, le vocabulaire n'est pas bien choisi, disons. Exact. Oui, voilà. Mais donc je n'entretiens pas mon arabe. Mais par exemple à Komombo, là c'est une mission que je dirige, mais c'est une mission épigraphique. Et mes collègues égyptiens ne sont pas des paysans de Gourna. Ce sont des collègues qui enseignent l'égyptologie à l'université de Ain Shams. Comment est-ce que je les connais? Je les ai rencontrés à Cologne. Donc nous parlons allemand. C'est ça. Hein? Alors à cette mission vient se joindre une personne qui vient de Montpellier, qui elle connaît bien l'arabe, mais qui parle français avec moi, qui parle un peu arabe. Oui, c'est un système de triangulation. Donc on parvient à se comprendre, mais... Oui. Pas toujours dans une langue commune, dans une koiné, quoi. Exactement. Et donc moi j'ai des étudiants de Cologne qui viennent, alors ils parlent allemand avec moi, ils parlent anglais avec la personne de Montpellier, parce que leur français, ils le comprennent, mais le parler, c'est pas la même chose. Et là-dedans, il y a une hongroise. Bon, donc en fait, entre nous utilisons généralement les langues scientifiques. Qui sont français, anglais, et nous passons très souplement de l'un à l'autre. Avec le personnel de l'inspectorat de Komombo, évidemment, heureusement, j'ai mes collègues égyptiens. Oui, c'est l'anglais. Voilà, mais c'est très souvent l'anglais. C'est l'anglais, oui. Voilà. Alors, leur anglais est assez basique, mais suffisant pour que la communication passe bien. Alors, maintenant, donc, la dernière question, donc, en fait, depuis quelques années, tu n'enseignes plus, puisque tu es à la retraite, et tu fais uniquement de la recherche, même si tu es pressenti à certains moments pour faire partie de jury de thèse. Enfin, c'est de la recherche, en fait, ça. Voilà. Je suppose que tu fais encore des conférences, mais enfin, ce n'est pas de l'enseignement au sens institutionnel. Alors, qu'est-ce que tu fais comme recherche et quels sont tes projets de recherche? C'est un travail essentiellement d'édition de textes, c'est un travail d'interprétation et de publication d'articles sur des domaines pointus qui concernent l'étude des mythes. Je ne sais pas, je t'interroge à ce sujet. Oui, bon, alors, donc mes premières recherches étaient concentrées. Il faut dire que je les faisais en enseignant dans une école du latin et du grec, donc je n'avais pas beaucoup de temps. C'est l'école où nous avons enseigné ensemble. Exactement. L'école de Crolly à Bruxelles. Voilà. Bon, alors mes premières recherches étaient concentrées sur la lecture et la traduction de textes qui
qui se trouvent sur les parois du temple d'Edfou, et il fallait que je trouve la clé de la syntaxe. Hein, et ça, c'était le sujet de ma thèse. Lorsque j'ai déposé ma thèse, j'en avais un tout petit peu soupé. Hein. Bon, j'avais envie de changer. Oui. Bon, en étant à l'école de Crolly, enseignant le latin et le grec, j'ai quand même voulu faire de la recherche aussi sur les documents que je présentais aux élèves. Donc, je me suis intéressée en particulier à des textes dans lesquels on pouvait faire de l'interprétation de mythes. Et beaucoup de textes relatifs à l'Égypte, parce qu'il y a un tas de textes dans lesquels les latins et les grecs parlent des Égyptiens. Par exemple, il y a Apulée, dans lequel... Dans l'âne d'or. L'âne d'or, oui, Oui. hein, qui est très important pour l'étude des mythes isiaques, etc. Alors, donc, j'ai développé pas mal de choses, et c'est sorti sous forme d'articles. Hein, j'ai travaillé à l'ULB avec Lambros Koubaritsis qui dirigeait un séminaire sur le mythe, et donc chacun venait avec sa spécialité. Oui. Pour nos auditeurs et auditrices, parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, l'ULB, c'est l'Université libre de Bruxelles. Oui. Tout à l'heure, tu as cité également l'IFAO, donc c'est l'Institut français d'archéologie orientale voilà. du Caire. Je crois qu'il faut préciser. Ah, merci. Voilà. Ah bon. Et alors, donc, j'étais très à cheval entre les sources grecques et latines et les sources égyptiennes. Puis, j'ai obtenu, en fait, Jan Quagebur, qui était professeur d'égyptologie à Leuven. Donc c'est l'université catholique flamande de Louvain. C'est ça. Je traduis, je m'excuse. Et qui était aussi, un peu comme la Piti, là. philologue classique Oui. et égyptologue, Oui. et remarquable, Oui. et spécialiste du démotique. Oui. Voilà. M'avait demandé de m'occuper du propylone donc de Konsou, qui se trouve à Karnak, devant le temple de Konsou, dont je viens de parler, la porte de justice. Donc les textes théologiques qui sont là-dedans sont extrêmement importants, très fouillés, très difficiles. Le texte avait été publié déjà depuis longtemps, mais personne ne l'avait traduit. Oui. Donc j'ai passé plusieurs années à le traduire et bien entendu à élaborer le commentaire. Mais en même temps... Tu t'avances peut-être pas trop, parce que trop. Ah, voilà. d'accord. Bon. Parce que j'ai peur qu'à un moment donné, tu dépasses le champ. Oui. Voilà. Ah, voilà. Alors, donc j'ai publié des articles Oui. sur ce que je découvrais petit à petit dans la signification des textes que j'étais en train de traduire. Voilà. Alors, mais à ce moment-là, je suis devenue professeur à l'université de Besançon. Mais à Besançon, il n'y a pas d'égyptologie. J'ai été engagée parce que j'avais fait la philologie classique. Et je suis devenue professeur d'histoire ancienne, d'histoire grecque, et de polythéisme antique. C'était la chaire de Pierre Lévesque. C'est ça, oui. Bien. Alors, et donc, évidemment, j'ai travaillé assez bien, de nouveau, sur des textes grecs et latins relatifs à l'Égypte. J'ai essayé de concilier... Non, c'est à l'extérieur. J'ai essayé de concilier mon intérêt dans les recherches avec ce que j'étais obligée de faire pour mon boulot. Alors, au bout de 6 ans, j'ai eu un poste à l'université de Cologne. Je suis pas devenue professeur, c'est moi qui suis devenue titulaire de la chaire. Et j'ai été choisie parce que j'étais spécialiste du ptolémaïque, donc les hiéroglyphes pour l'époque de l'occupation des Grecs en Égypte, donc à partir de d'Alexandre le Grand. En 300, enfin, j'arrondis. Voilà. Alors, ces textes extrêmement riches, mais avec une écriture un peu particulière, dans laquelle on joue sur les formes. Hein? Donc, un peu compliqué. Donc, j'étais devenue spécialiste de ça. Alors, donc, or, Cologne était un centre spécialisé là-dedans. Donc, je suis devenue titulaire de la chaire là-bas. Et j'ai continué à enseigner le ptolémaïque, et j'ai formé une école. J'ai formé donc des gens, là, pour Komombo. Oui, oui. J'ai des étudiants qui font une thèse Oui. sur l'Égyptien d'époque ptolémaïque, Oui, oui. et ils sont payés parce qu'ils sont collaborateurs dans la mission de Komombo. Hein, et donc, en fait, ils cumulent leur travail à Komombo et le sujet de leur thèse. Bon. Alors, ça, c'est une chose, mais par ailleurs, quand j'étais encore à De Crolly,
Frédéric Collin, qui est un ancien élève de Crolly, qui a fait ses études d'histoire ancienne et d'égyptologie à l'ULB, puis qui a été pensionnaire à l'Institut français d'archéologie orientale, et puis qui est devenu maître de conférence en histoire grecque à Strasbourg, et puis maître de conférence en égyptologie à Strasbourg. Il a un parcours un peu parallèle au tien. Voilà, et puis qui est devenu professeur d'égyptologie à Strasbourg, où il y est toujours. En fait, quand il était pensionnaire, il a commencé des fouilles dans l'oasis de Bahavia. Et au début, il était... Qui se situe où? Alors, il y a, le long de la vallée du Nil, un chapelet d'oasis dans le désert occidental. Et l'oasis la plus au nord, c'est, qui est quand même déjà relativement au sud, c'est l'oasis de Bahavia. Ah oui. Voilà. Et donc, lui, il a commencé il a découvert une forteresse romaine. Non, c'est vraiment dans le désert. C'est ça, dans le désert, vraiment. Oui. Voilà. Donc il faut quand même 5 heures de route pour y arriver. Voilà. Et donc il a découvert une forteresse romaine que personne n'avait vue. Et donc il a commencé des fouilles là, mais seulement cette forteresse romaine, elle est construite sur une nécropole qui a fonctionné comme nécropole pendant 2000 ans. Et elle est en relation avec des chapelles qui sont d'époque saïde, c'est-à-dire 6e siècle avant notre ère, avec une théologie purement égyptienne, locale. Et puis c'est en relation aussi avec un autre site qui se trouve pas loin, et qui lui remonte à la 3e période intermédiaire, donc on est déjà au 8e siècle avant notre ère. Alors, donc ça faisait des années qu'il faisait des fouilles là, et donc moi, j'ai été intégré comme épigraphiste. Donc, quand on trouve un monument avec des textes hiéroglyphiques dessus, c'est moi qui suis responsable. C'est ça. Lui, il travaillait essentiellement comme épigraphiste grec, épigraphiste latin, démotisant, archéologue, et bon, le Ptolémaïque il connaît aussi, mais enfin, il n'avait pas... il faut quand même choisir, il y avait un peu trop. Donc j'étais là pour faire l'épigraphie des textes hiéroglyphiques, et donc, au bout de 2-3 ans, il a obtenu l'autorisation que nous occupions des chapelles d'époque salite qui se trouvent à côté du site. Donc, depuis lors, j'ai recopié tous les textes, j'ai fait un travail d'archive, j'ai cherché des vieilles photos, parce que sur ces vieilles photos, le monument est en meilleur état qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une partie qui a disparu. Donc, pour compléter l'édition, il fallait que je fasse une recherche dans des archives. Et puis, il fallait faire les facsimilés à partir de ces archives, c'est pas évident. Parce que faire un facsimilé sur une photo faite de face, ça va. Mais lorsque c'est une photo du début du siècle, faite par quelqu'un qui est arrivé alors que le monument était encore ensablé, et où il n'a pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de photos, et donc il fait sur un seul cliché, il prend 2 parois. On voit que les extrémités, on ne voit pas le centre, mais c'est l'inverse. Voilà. Bon. Donc, et là, ça, c'est presque prêt. Donc maintenant, je rédige le dernier chapitre avec l'analyse de la théologie locale d'après les documents que j'ai trouvés sur place. Et ça paraîtra en Allemagne Ça paraîtra à l'Institut français d'archéologie orientale. Ah oui. Oui, parce que Frédéric Collin a commencé ça en étant pensionnaire, et donc c'est resté une fouille, donc toute une mission qui est financée par l'Institut français d'archéologie orientale. Et donc je dépends de ça. Alors peu importe où je sois, donc j'ai commencé en étant professeur à De Crolly, je suis devenu professeur à l'université de Besançon, puis après ça j'étais à Cologne, mais c'était toujours une mission de l'IFAO. C'est ça, il y a une continuité en tout cas dans l'exercice de ta profession, même si c'était dans des lieux différents. Exactement, et donc je publie là. Pour Colombo, je vais le publier aussi à l'Institut français, même si c'est une mission financée par la Deutsche Forschungsgemeinschaft, donc une institution allemande liée à l'université de Cologne. C'est ça. Et donc, mes étudiants ont pris une nomenclature. Par exemple, ils prennent des termes français, soubassement, frise, montant de porte, tout est en français. Même si ils recopient les textes hiéroglyphiques, il faut de temps en temps une petite note en allemand, de 20 pages pour dire ici le signe est abîmé, etc. Mais la nomenclature architecturale est française.
C'est ça. Je voulais te demander maintenant... Mais, ce que je voulais oui. dire, tu m'avais dit, est-ce que mes recherches ont évolué? Oui. Eh bien oui, de plus en plus, je me suis intéressée à des textes qui sont mixtes, culturellement mixtes, donc dans lesquels on voit des traces de culture grecque et de culture égyptienne. Oui, on peut même dire métissé. Voilà. Hein. Et je me suis de plus en plus intéressée à l'aspect iconographique. Et donc j'ai publié, par exemple, il n'y a pas tellement longtemps, une analyse, ça m'a quand même pris 5 ans, d'une tunique qui se trouve au musée du Caire et dans laquelle il y a 4 scènes magnifiques dans lesquelles Amon, Mout et Khonsou sont représentés, et Khonsou, le dieu enfant, porte le gourdin d'Héraclès. C'est ça. Hein. Et donc j'analyse là-dedans. Mais ce sont des problématiques qui sont très actuelles, hein, parce Oui. que de plus en plus, on parle de multiculturalité, en particulier pour des problèmes sociétaux dans nos pays. Et je me souviens, mais là il y a bien longtemps, quelqu'un que j'ai rencontré à l'époque aussi, qui était Arnaldo Mobiliano, mais pas pour la région qui est la tienne, il avait publié un ouvrage que tu connais certainement qui s'appelle Sagesse barbare, chez Maspero, qui s'intéresse justement aux relations entre toutes ces cultures, alors qu'avant, il y avait surtout les hellénistes, les latinistes, les spécialistes des Perses, et lui il montre justement, parce que c'était aussi, comme toi, un multi-linguiste, il connaissait beaucoup de langues, mais il s'intéressait vraiment au rapport entre les Grecs et les Gaulois, les Grecs et les barbares. Les barbares, c'est les Perses, c'est beaucoup de gens. Et je vois que tu es un peu dans cette voie-là, et je crois que c'est ce qui intéresse de plus en plus le public éclairé, si je puis dire, parce que c'est vraiment des problèmes d'actualité, parce qu'il y en a certains qui parlent de la guerre des civilisations, des choses comme ça à l'heure actuelle. Et il y a un travail très important d'Artok, le miroir d'Hérodote. D'Hérodote, oui, chez Gallimard, oui. Alors, bon, c'est un travail extrêmement important, mais en même temps, qu'on peut critiquer. Hein, parce que, pour lui, Hérodote décrit en déformant sa propre culture. Il a, quand il décrit des cultures étrangères à la sienne, il prend toujours le point de vue de sa propre culture. Et donc, par exemple, en Égypte, tout est à l'envers par rapport à sa culture à lui. C'est ça. Hein, alors, et donc... C'est pour ça que c'est le miroir. C'est donc le miroir. À l'envers. Oui. Hein, voilà. Et donc, il analyse la description de population par Hérodote, toujours dans cette perspective-là. Oui, mais et si Hérodote avait rencontré ces gens? Et si ce qu'il décrit correspondait à une réalité? Ça, c'est une question qui ne se pose pas. Or, on a quelquefois fait des découvertes qui montrent qu'en fait, il décrit une réalité. Il ne décrit pas simplement quelque chose en déformant sa propre culture. C'est ça. Oui. Hein? C'est ça. Voilà. Donc, c'est très intéressant, ce travail, mais en même temps, il faut se dire, avant que je dise qu'il y a déformation par un historien ancien de ce qu'il décrit, je dois savoir quelle est la réalité. Quelle est la réalité? Qui est-ce qu'il a rencontré? Quelle est la distance? Ça, c'est le travail critique, évidemment. Quels ont été ses informateurs? Bien sûr. Hein? Et quand il est en Égypte... Et ça, c'est un travail de révision qui est évidemment un travail de longue haleine. De longue haleine et parfois ingrat aussi, hein, parce qu'il faut bien le dire. Hein. Oui. Maintenant, on va peut-être conclure cet entretien tellement enrichissant. Je vais te poser une question qui peut être très difficile ou très simple. Je n'en ai aucune idée. Pour ceux qui nous écoutent ici, je voudrais te poser en fait 2 questions d'ordre bibliographique. Quelqu'un qui est passionné par l'Égypte, mais qui, jusqu'à présent, n'aurait lu que des lectures dues au hasard d'étals dans les librairies, par exemple. Première question, quel serait l'ouvrage relativement récent, bien entendu, qui permettrait d'aborder l'Égypte antique et qui permettrait d'avoir une approche faite par un savant ou une savante, un ouvrage scientifique, qui soit en même temps accessible, intelligible, c'est-à-dire qui ne soit pas destiné à des spécialistes,
et qui aussi, mais ça c'est une, comment dirais-je, une condition qui n'est pas indispensable, qui ne soit pas trop cher, et en français bien entendu. Voilà, ce serait la première question que je te poserai, puis j'en aurai une seconde. Si tu pouvais en donner un ou deux, mais pas 36, hein, parce que j'imagine qu'il y a des tas de noms qui défilent dans ta tête, mais qu'est-ce que tu aurais vraiment à conseiller aujourd'hui à un lecteur francophone? En France, on publie assez bien d'ouvrages de qualité pour grand public. Oui. Oui. Par exemple, dans la série Pygmalion. Oui. Mais, par exemple, il y a... Un ouvrage général, hein, je dis bien qu'il ne soit pas sur un sujet précis. Donc quelque chose qui permettrait d'aborder l'Égypte, non pas sous un angle particulier, mais je dirais une synthèse alléchante, vraiment, qui donnerait l'envie d'aller plus loin, mais fait par quelqu'un qui a une formation d'égyptologue. Hein, je ne veux pas dire pas Christian Jacques ou quelque chose comme ça, entendons-nous bien. J'espère ne pas avoir de soucis en disant ça, mais donc, non, mais je veux dire pas un roman ou pas, non, un ouvrage de synthèse, mais qui pose des problématiques, qui ne soient pas simplement chronologiques, bien entendu. Je ne sais pas, est-ce que ce serait, je ne sais pas, Nicolas Grimal, l'histoire d'Égypte ancienne en livre de poche, ou des choses de ce type-là. Enfin, tu vois, c'est pour te donner un ordre de vue. L'ouvrage de Nicolas Grimal n'est pas mal. Oui. Hein, je ne sais pas si on le trouve encore. En livre de poche? Enfin, moi je l'ai en livre de poche. Hein. Oui. Ah bon, oui. Bon, c'est pas mal. Oui, oui. Bon. Mais je dirais qu'à côté de ça, c'est quand même bien, c'est d'avoir le dictionnaire de la civilisation égyptienne, écrit par Posner, Sonneron et Yoyot. Ah oui, oui. Hein, c'est un ouvrage absolument remarquable. Écrit par trois grands savants. C'est pas ce qui était l'extrait de l'Encyclopédia Universalis, parce qu'il y a des abstracts là, qui ont été réunis de tous les articles importants de l'Encyclopédia Universalis, qui s'appelle La civilisation égyptienne, où Yoyot a écrit, bien entendu. Non. Non. Donc les trois ont écrit. Et chez quel éditeur? Nathan? Nathan. Je ne sais plus. Et en tout cas, tu dis Posner, Sonneron, Yoyot, dictionnaire de la civilisation égyptienne. Écoute, il a été traduit en allemand, il a été traduit en anglais. C'est un ouvrage remarquable. Voilà. Remarquable. Je vais prendre un note tout à l'heure parce que je ne sais pas celui-là. Donc, si tu prends une histoire comme celle de Grimal, qui a son point de vue, oui. et qu'à côté de ça, il y a ce dictionnaire qui est très pratique, qui est maniable, et qui donne vraiment des petites synthèses remarquables sur un tas de points, eh bien alors on a déjà deux outils magnifiques. C'est ça. Il y a par ailleurs quelques petits ouvrages, par exemple de la collection Que sais-je, Les dieux de l'Égypte par Tronecker. Ah oui. Et c'est tout petit, c'est excellent. C'est 120 excellent, pages, oui. Vraiment, c'est un livre remarquable. Voilà. Il y a les prêtres de l'ancienne Égypte de Sonneron. D'accord. Qui est peut-être vieux, mais qui n'est pas dépassé. C'est ça. Et qui est accessible aussi. Voilà. Et alors, il y avait un ouvrage que tu avais recommandé à la bibliothèque de De Crolly quand j'y étais, et toi aussi, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, c'était le Dictionnaire des pharaons de Vernus. Oui, magnifique. Voilà, je me souviens, évidemment... Vernus et Yoyot. Et Yoyot, tout à fait, Yoyot. Oui. Hein, voilà, parce que tu le recommandais, tu l'avais fait acheter par la bibliothèque, je me souviens. Exactement. Parce que là, ça permet de ne pas avoir un pavé, parce que Grimal, c'est quand même un petit pavé, peut-être pas pour un égyptologue, mais enfin bon, tout un chacun. Tandis que là, ce sont des rubriques qui font une page, 2 pages, où on peut avoir une première approche sur ce que c'est qu'un pharaon, sur ce que c'est que... Voilà. Oui, tout à fait. Parce que c'est les dieux, mais au sens large. Hein. Et non, dictionnaire des pharaons, c'est pas des dieux, hein, c'est le dictionnaire des pharaons. C'est ça. Et il y a, tout à fait récent, de Cortegiani, les dieux de l'Égypte. C'est un dictionnaire iconographique. C'est ça. Et c'est donc au plan religieux, ce sont d'excellentes petites synthèses. C'est un très beau travail. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et alors, ma deuxième question, je t'avais dit qu'il y en aurait deux sur le plan bibliographique, et on terminera avec ça. Si maintenant on s'intéresse plus particulièrement, tout en n'étant pas un spécialiste, à la discipline qui est la tienne, c'est-à-dire des recherches de type épigraphique, est-ce qu'il y a un ouvrage accessible
qui permettrait, de manière tout à fait générale, bien entendu, d'aborder le problème de l'épigraphie égyptienne, ou bien on tombe tout de suite, évidemment, sans doute inévitablement, sur des références de spécialistes. Je veux dire, est-ce qu'il existe un ouvrage d'épigraphie, je ne sais pas, parce qu'il en existe dans la collection Que sais-je, épigraphie grecque, épigraphie latine, par exemple, en Que sais-je. Est-ce qu'il y a l'équivalent pas en Que sais-je, parce que sinon je crois que je le connaîtrais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet d'aborder, ou même éventuellement d'aborder l'écriture égyptienne, mais tu vois, hein, quelque chose petit format, accessible. Il faut voir ce que publie, par exemple, le Louvre. Le Louvre. Ils ont une série de petits fascicules. Voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est très bien fait. Ah, oui. Et c'est pas cher. Voilà. Mais je crois qu'il fallait terminer avec ça, parce que je crois qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui sont très demandeurs de ce genre de pistes. Après t'avoir entendu, certainement, ils seront certainement l'eau à la bouche. Mais écoute, Françoise, je te remercie infiniment d'avoir accordé cet entretien. Avec plaisir. Voilà, c'est réciproque par définition, parce que je crois que l'Égypte ancienne, on en a souvent une vision très idéalisée, ou bien au contraire, pour le grand public, ce sont les films, la momie, enfin, tu vois ce que je veux dire, des films qui évidemment ne renvoient pas du tout à ce qu'est l'Égypte ancienne, et qui sont des films purement commerciaux, enfin, voilà, ou Le Roi Scorpion, voilà, mais qui ont beaucoup de succès, parce que les gens sont à la recherche évidemment de sensations, et puis l'Égypte a ce côté exotique que l'on ne trouve pas dans la civilisation grecque, dans la civilisation latine. Les Égyptiens sont en même temps, pour nous, les premiers, enfin ceux qui apparaissent au début de l'histoire de la civilisation dans nos manuels scolaires dès la première année du secondaire, et en même temps, ce sont les premiers, ils sont un peu nos ancêtres, et en même temps, c'est pas nous. C'est eux, c'est nous et pas nous en même temps. Alors que les Grecs et les Latins, c'est pas tout à fait nous non plus, mais enfin, quelque part, là, on sent une filiation qui est beaucoup plus directe, si je puis dire. Voilà, encore un très grand merci, et alors je te souhaite d'avoir le temps et la santé de mener, enfin tu es encore jeune, hein, mais de mener à terme tous tes projets. Mais je suis sûr que dès que tu auras terminé cette édition ici, il y aura autre chose. Et c'est ce qui fait vivre aussi, hein, je dois dire, les gens qui sont sans projet, ce sont des gens qui, hélas... je travaille de plus en plus avec Luc Delvaux, voilà. au musée, voilà. Et donc nous publions des choses ensemble. Mais il faudra que je le rencontre aussi, parce que j'aimerais bien l'interviewer aussi. Voilà, je compte sur toi dès qu'on aura fini l'entretien. Ah oui, d'accord. Voilà, alors Luc Delvaux, tu peux dire quand même devant la caméra qui c'est, et faire peut-être un peu de publicité pour nos collections aussi. Ah oui, tout à fait. Bon. Voilà. Et bien donc Luc Delvaux a fait l'égyptologie à l'ULB, et ça fait quelques années maintenant qu'il est directeur de la collection égyptienne au musée du Cinquantenaire. Et depuis qu'il est là, cette collection subit un rajeunissement absolument incroyable. Au début, il faisait des découvertes sensationnelles chaque semaine, il suffisait d'ouvrir les tiroirs. Oui. Hein, et il a fait notamment, l'année passée, une exposition absolument extraordinaire qui s'appelait Les sarcophagie. Et c'était la première fois qu'il y avait au Cinquantenaire une exposition faite sur la documentation du cinquantenaire. Le cinquantenaire a une documentation d'une richesse absolument incroyable. Pour les Français qui nous écoutent, le cinquantenaire, ce sont donc les musées d'art et d'histoire de Bruxelles qui se trouvent donc près d'une arche qui commémorait donc le 50e anniversaire de l'indépendance de la Belgique, née donc en 1830, et donc le cinquantenaire a été construit donc vers 1880, inauguré par Léopold II. Voilà. Enfin, ça vaut la peine de le préciser. Voilà. Et donc le cinquantenaire, c'est l'équivalent, mais à une toute petite échelle quand même du Louvre, si je puis dire. Oui. À une petite échelle, hein, parce qu'à côté du Louvre, évidemment, mais enfin, c'est l'équivalent. C'est le musée qui comment dirais-je, rassemble tout ce qui concerne l'Antiquité, proche orientale, classique, mais aussi médiévale et des civilisations extra-européennes. Voilà. Et pour la collection égyptienne, la base est constituée par les fouilles de Pétri. Donc Pétri avait des fouilles qui étaient financées par une association
l'égyptologie anglaise, mais en association avec toute une série de musées qui s'étaient inscrits. Et Capar, qui dirigeait à ce moment-là la collection, s'était inscrit. Alors, donc, il y a un financement qui est proposé. Petite incise, Jean Capar, il a participé, il était en tout cas au moment d'ouverture du fameux tombeau de Toutankhamon. Oui. Hein, voilà. Voilà. Je ferme la parenthèse. Eh bien, toutes ces institutions en Europe ont participé au financement des fouilles de Petrie. Et lorsque Petrie revenait d'Égypte, il y avait des cartons qui avaient été faits avec des objets venant de ces fouilles qui étaient alors distribués aux musées qui s'étaient inscrits. Donc c'est ça qui constitue la base de la collection que l'on trouve ici à Bruxelles, comme on trouve bien sûr dans d'autres institutions européennes. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il y avait des fouilles en Égypte, on pouvait encore prendre des objets, c'était légal, ramener des objets issus des fouilles. Il y avait un partage entre les autorités égyptiennes et ceux qui avaient fait les fouilles. Alors, c'était l'époque semi-coloniale, enfin l'époque où l'Égypte était encore sous le protectorat anglais, même s'il y avait un roi d'Égypte. Enfin bon, c'était un statut intermédiaire. Voilà. Voilà. Et donc, il y a diverses recherches à faire, parce qu'il faut reconstituer, bien sûr, le contexte archéologique des fouilles de Petrie pour les objets qui sont au musée. C'est ça, bien sûr. Mais il y a bien entendu aussi à publier les objets. Ils ne sont pas tous publiés. Et notamment, on possède une série de sarcophages absolument sensationnels qui viennent de la cachette de Deir el-Bahari. Alors ça a été distribué par les autorités égyptiennes parce que... Donc ça, c'est le temple funéraire de Hatshepsut. Oui. Et donc à côté, il y a une cachette avec des sarcophages, des cercueils. Et on en a trouvé du jour au lendemain tellement que, pour les protéger, ils ont été distribués par les autorités égyptiennes entre diverses institutions européennes. Et alors, il se fait que, à Bruxelles, on en a une dizaine qui sont magnifiques. Alors donc là, l'exposition de cette année-ci s'est centrée sur ces sarcophages, mais en même temps, il y a eu un contrat avec des Italiens de l'île d'Ischia pour la restauration de ces cercueils. Et en même temps, j'accompagne Luc Delvaux pour publier des cercueils qui n'appartiennent pas à cette cachette, mais qui ont un lien. Hein. Alors voilà, donc on a une étude iconographique à faire, aussi sur le personnage dont on a le cercueil, etc. Donc il y a une foule de choses à faire. Et l'année passée, il y a eu un colloque à Lisbonne où Rogero de Sousa a rassemblé de toute l'Europe toute une série de savants qui travaillent dans une collection où se trouvent des objets qui viennent de cette cachette. Voilà. Et quand ces objets ont été distribués, c'était la fin du 19e siècle. Alors par exemple, ceux qui ont été donnés à la Russie, où sont-ils? Le territoire de la Russie n'est plus celui d'aujourd'hui. Hein? Alors il y en a de ces objets-là qui se trouvent en Estonie, en Pologne, hein? À Kiev, etc. Donc, en fait, chaque fois dans des états différents, et on ne savait pas très bien comment traiter ces objets. Ces objets sont abîmés, et puis quelquefois on a donné un cercueil avec le couvercle d'un autre cercueil. Voilà. Et donc, dans ce colloque, c'était remarquable de voir, en fait, que chaque exposé apportait un élément du puzzle. Voilà. C'est une véritable enquête policière, en fait. Absolument. Une enquête policière. C'était formidable. On pourrait en écrire un roman, d'ailleurs, moi, je trouve. Absolument. Un roman, voilà. Hein. Et donc, Luc Delvaux, petit à petit, prend des objets qui ont son allure ingrate et il reconstitue leur contexte. Et en même temps, bien entendu, il rénove la collection, il revoit leur présentation, etc.
Donc ce qu'il a fait depuis qu'il est là est absolument remarquable. On pourrait t'écouter pendant des heures. Si jamais il y a encore un sujet où je pouvais t'interroger dans l'avenir, hein, parce que je t'ai mise fortement à contribution aujourd'hui, tu serais bien entendu bienvenu, et surtout pour les auditeurs et les auditrices. Une dernière fois, merci, et à très bientôt. Merci.